Le président de la République reçoit en audience l'envoyé spécial français pour le Sahel. Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret et examine le rapport national du troisième cycle de l'examen périodique universel. Le Premier ministre reçoit en audience le directeur de l'Agence algérienne pour la coopération internationale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu cet après-midi en audience au palais présidentiel à Nouakchott M. Frédéric Bontemps, secrétaire général de la coalition du Sahel, envoyé spécial de la France dans la région, en visite actuellement en Mauritanie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, du chargé de mission à la présidence de la République, M. Omar Gueye, et de l'ambassadeur de France en Mauritanie, son Excellence M. Robert Mouillet. À sa sortie d'audience, l'envoyé spécial de la France pour le Sahel a fait la déclaration suivante. Au titre de deux fonctions, je suis le nouvel envoyé spécial pour le Sahel de la France. Et puis, j'ai également la responsabilité, pendant quelques mois et à titre provisoire, d'assumer les fonctions de secrétaire général de la coalition pour le Sahel, qui est un regroupement d'États du Nord et du Sud qui essaye d'avoir une approche transversale des questions sahéliennes. Je suis venu en Mauritanie, c'est mon premier déplacement dans un pays sahélien depuis que j'ai pris mes fonctions il y a de cela un mois. Et je souhaitais donner la priorité à la Mauritanie, d'abord au titre de sa présidence du G5 Sahel, et puis également comme pays qui abrite le secrétariat exécutif du G5. Donc j'ai eu le privilège, depuis mon arrivée, d'être reçu par le ministre de l'économie, qui venait de présider le Conseil des ministres du G5. J'ai été reçu par le ministre des Affaires étrangères, je verrai tout à l'heure le ministre de la Défense, et j'ai donc eu le privilège d'être reçu par son Excellence le Président de la République. Nous avons eu un long échange sur la situation régionale, sur le G5 Sahel, sur les défis auxquels il est confronté, mais également sur ses réalisations. Et je me réjouis beaucoup personnellement de l'excellence de la coopération entre la France et la Mauritanie, bien naturellement, entre la France et le G5 Sahel, mais également entre la coalition générale pour le Sahel, dont j'assume, comme je le disais, les fonctions de secrétaire général, et le G5 Sahel. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé des projets de décret, dont un portant sur la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Établissement des travaux d'entretien routier. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Ahmad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 7 octobre 2020 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration du port autonome de Nouadhibou. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de la Société mauritanienne des industries de raffinage, SOMIR. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'Agence nationale de recherche géologique et du patrimoine minier. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de la Société nationale pour le développement rural, SONADER. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Établissement des travaux d'entretien routier, ETER. La création de cet établissement public intervient suite au constat qu'il est plus avantageux pour la collectivité nationale d'assigner la fonction d'entretien du réseau national routier à une entité publique spécialisée qui serait à même d'assurer durablement les entretiens programmés tout en répondant simultanément
aux sollicitations d'intervention urgentes et imprévues des pouvoirs publics. À cet effet, les programmes prioritaires élargis a alloué à cet établissement d'importantes ressources pour lui permettre de démarrer ses activités dans de bonnes conditions. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du Parc national d'Aoulé-Igat. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté les deux communications suivantes. Communication relative à la situation intérieure, communication relative à la présentation du rapport national du troisième cycle de l'examen périodique universel. Cette dernière communication présente les grandes lignes du rapport national du troisième cycle de l'examen périodique universel qui constitue un mécanisme onusien d'évaluation de la situation générale des droits de l'homme dans les différents pays. Ce rapport fait le point sur les efforts des pouvoirs publics visant l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays à travers l'opérationnalisation du plan d'action national de mise en œuvre de recommandations acceptées ici du second cycle de l'examen périodique universel au titre de 2015. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a présenté une communication relative à la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021 et l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme. L'objectif de la présente communication est de présenter l'état d'avancement de la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021 et celui de la mise en œuvre de la feuille de route afin de garantir un enseignement effectif dans des conditions normales à tous les élèves sur l'étendue du territoire national dès l'ouverture de l'année scolaire prévue le 16 novembre 2020, tout en poursuivant les processus de réforme de l'éducation conformément aux engagements du président de la République et de la déclaration des politiques générales du gouvernement. La présentation de cette communication dans la foulée de la commémoration de la Journée mondiale de l'enseignant, qui coïncide avec le 5 octobre de chaque année, a offert à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'occasion de saluer les sacrifices que donnent nos enseignants dans l'accomplissement de leur noble mission, tout en confirmant que le gouvernement s'attellera à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles. Lors du point de presse hebdomadaire, Dr Sidioul Salim, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information, de la communication, porte-parole du gouvernement, et ses homologues de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mel'anin Oleyi, et celui de l'équipement et des transports, M. Mohamedou Ahmedoul Mhimid, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Les ministres ont passé en revue chacun dans son domaine les projets de décret et les communications approuvées par le Conseil des ministres. Pour plus d'éclaircissements sur le rapport national du troisième cycle de l'examen périodique universel, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Selmoul Salihi, coordinateur du Centre d'information, de sensibilisation et de documentation au Commissariat aux droits de l'homme. Monsieur le coordinateur, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous éclairer sur les grandes lignes du rapport national du troisième cycle de l'examen périodique universel? Les grandes lignes du rapport se résument en principaux axes, dont principalement l'évolution du cadre normatif et institutionnel des droits de l'homme, les progrès réalisés par le pays, les attentes en matière de coopération et d'assistance technique, et aussi les défis et les contraintes rencontrées. Ça, ce sont les principaux contenus des rapports. Mais avant de parler des rapports, il faudrait qu'on parle de l'EPI lui-même. L'EPI est un mécanisme d'évaluation de la situation des droits de l'homme dans le monde, auquel se prêtent tous les États de la communauté internationale devant une troïka composée justement d'États. La différence entre le mécanisme de l'examen périodique universel avec les organes de traité, c'est que l'État est examiné par les pairs. Il n'est pas examiné par des experts comme dans les organes de traité. Donc c'est une très grande opportunité pour n'importe quel pays de souligner les réalisations accomplies, mais aussi de reconnaître les défis qui lui sont posés, les contraintes et les problèmes qui lui sont posés, parce que la promotion et la protection des droits de l'homme est une œuvre de longue haleine et elle appelle le concours de tous. Monsieur le coordinateur, comment se fait l'examen périodique universel devant les tribunes internationales? Quels sont les principaux
Voilà. Justement, cet exercice, il passe par plusieurs phases. Il y a d'abord la mise en œuvre des recommandations antérieures, parce que nous sommes passés devant le mécanisme de l'EPI en 2015 et nous avions 200 recommandations. Et nous avons, entre-temps, mis en place un plan d'action pour la mise en œuvre de ces recommandations qui s'est fait sur la base des consultations et des concertations avec la société civile, avec les partenaires techniques et financiers, mais avec principalement aussi l'Office des Nations Unies, du Bureau des droits de l'homme en Mauritanie, et avec aussi les départements ministériels parce qu'ils sont concernés par ces recommandations. Donc à l'issue de ce processus, il y a eu un plan d'action national de mise en œuvre des recommandations, et puis il y a eu justement l'entame de la rédaction du projet de rapport national. Le projet de rapport national est piloté par son Excellence, Monsieur le Commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. C'est lui qui préside le comité technique chargé de l'élaboration des rapports de l'État. Donc ce projet de rapport a été de nouveau envoyé aux partenaires, à la société civile, au Bureau des Nations Unies en Mauritanie en charge des droits de l'homme, aux institutions des droits de l'homme telles que la CNDH, telles que le mécanisme national de prévention de la torture. Et il a été amélioré sur la base des recommandations, des propositions et des suggestions formulées par les différentes parties qui sont concernées par la promotion et la protection des droits de l'homme. Maintenant, ce rapport doit être transmis, devrait devenir un rapport national. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il est passé, il a été adopté en Conseil des ministres, donc il devient un rapport national. La prochaine phase, c'est de le transmettre au Conseil des droits de l'homme à Genève pour qu'il soit programmé. Il est déjà programmé, l'examen du pays se fera le 18 janvier 2021. Et cet examen-là, il passe par deux étapes. Il y a d'abord la présentation par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile des rapports nationaux à travers une note de présentation. Suite à cela, il y aura des questions écrites qui seront adressées par les ONG. Et il y aura aussi un dialogue interactif avec la communauté internationale. C'est justement à l'issue de ce dialogue interactif et à l'issue de ces questions écrites que de nouvelles recommandations nous seront adressées et qui seront une boussole pour le quinquennat, si je peux dire, le quinquennat 2020-2025. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur les recommandations qui nous ont été données en 2015. Et en 2020, il y aura de nouvelles recommandations qui constitueront une boussole pour l'orientation des droits de l'homme en Mauritanie. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, M. Issel Moussalihi. Je rappelle que vous êtes coordinateur du Centre d'information, de sensibilisation et de documentation au commissariat aux droits de l'homme. Merci beaucoup. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a reçu en audience aujourd'hui le directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, M. Mohamed Chefiq Msbah. La rencontre a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l'agence et sur les moyens de les développer. Abdullah Damaba. Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal s'est entretenu avec le directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, Mohamed Safi Mesbah. Ces rencontres s'est tenue en présence du directeur de cabinet du Premier ministre, du directeur de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de l'ambassadeur de la République d'Algérie en Mauritanie, de la directrice chargée de l'étude et de la vigilance à l'Agence algérienne de coopération internationale. À sa sortie d'audience, le directeur de l'Agence algérienne de coopération internationale a précisé qu'une rencontre entre responsables mauritaniens et algériens s'inscrit dans l'ordre naturel des choses. Il a affirmé que la coopération bilatérale était au menu des discussions. À ce titre, plusieurs aspects de cette coopération ont été abordés. Par la suite, il a déclaré que des perspectives prometteuses s'offrent aux deux pays avant de formuler des remerciements au Premier ministre pour ces rencontres. Le ministère des Finances a organisé ce matin à Nouakchott un colloque pour présenter, expliquer les nouvelles modalités et procédures de préparation et d'exécution du budget de l'État. Cette rencontre à laquelle ont pris part les secrétaires généraux
Les inspecteurs et directeurs du ministère concernés visent à informer les responsables de la préparation et de l'exécution du budget de l'État au sujet des procédures qui ont pour but de moderniser et de simplifier l'exécution du budget. Compte rendu de Bokar Bailaba. Cette rencontre vise à informer les secrétaires généraux, les inspecteurs et les directeurs des ministères concernés de la préparation et de l'exécution du budget de l'État au sujet de nouvelles procédures. En d'autres termes, il s'agit de moderniser et simplifier l'exécution du budget de l'État. Et cela nécessite la généralisation du système Rachad aux wilayas de l'intérieur et aux missions diplomatiques à l'étranger. À cette occasion, le secrétaire général du ministère des Finances, Yaqub Ahmed Aïcha, a indiqué que l'amélioration du rendement au niveau des finances publiques constitue l'une des principales conditions de réalisation des objectifs de développement économique et social. Il a ajouté que le département des Finances a mis en œuvre cette année une batterie de procédures et modalités visant à moderniser les diverses étapes d'exécution des lois budgétaires en vue de rationaliser les dépenses publiques et gérer de façon adéquate les finances publiques. Le secrétaire général du ministère des Finances a précisé que dans le cadre de la préparation du budget général de l'État pour l'année 2021, des crédits budgétaires sont accordés sur la base des programmes et activités opérés dans le cadre des politiques publiques, notamment le programme prioritaire élargi du président de la République. Ainsi, les nouvelles procédures accordent une totale liberté au département ministériel pour effectuer les transferts, emprunts et autres opérations faites dans ce cadre à travers le budget dont les rubriques s'accordent avec l'activité exécutée dans le cadre des politiques publiques. En définitive, plusieurs ministères concernés recevront tous leurs transferts respectifs prévus dans la loi de finances 2020. Les gestionnaires auront une plus grande liberté pour gérer leur budget. La situation épidémiologique du pays a été marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 6 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 4 rémissions. Le département de la Santé a affirmé que ce résultat a été obtenu suite à 273 tests, dont 6 de suivi, ce qui porte le nombre de cas de contamination dans notre pays à 7535 cas confirmés, dont 7212 cas de guérison. Direction Kifa, capitale de la wilaya de la Saba, où le Wali a tenu une réunion avec le groupe parlementaire pour la protection de l'environnement en présence des autorités administratives et sécuritaires, des élus locaux et des représentants du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Au menu de la réunion, l'examen de meilleures mesures susceptibles de protéger les pâturages contre les feux de brousse. La protection des pâturages et la lutte contre le feu de brousse, tels sont les principaux points de l'ordre du jour. De cette réunion tenue à Kifa, la capitale de la Saba, entre le groupe parlementaire pour la protection de l'environnement et les autorités administratives et sécuritaires. Dans un mot pour l'occasion, le Wali de la Saba a rappelé l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics au développement durable dans les cadres du programme Ta'ahoudati et les efforts menés par le département pour protéger l'environnement. Le président du groupe parlementaire pour la protection de l'environnement a mis en exergue l'importance des pâturages et de leur protection contre les feux de brousse, précisant que ce groupe participe aux efforts de sensibilisation et de mobilisation menés par l'État pour préserver cette richesse pastorale. De leur côté, les élus locaux ont salué cette initiative et ont promis d'accompagner les pouvoirs publics dans leurs efforts de lutte contre les incendies. Toujours à Kifa, où une équipe mixte de la Commission nationale des droits de l'homme et la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a effectué une visite dans la wilaya de la Saba pour s'enquérir des principaux problèmes qui préoccupent les populations. Plus de détails avec nous sur ce reportage, Abdul Adamaba. La Commission
National des droits de l'homme a tenu une journée de partage au profit des organisations de jeunesse, regroupements féminins et organisations de la société civile de la ville de Bogué afin de présenter le programme qu'il compte mettre en œuvre en matière de formation et de sensibilisation au profit des acteurs. Ce dans l'optique de permettre à ces derniers de renforcer leur culture et pratique des droits humains. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Saleh Ould-Bouhoubeni, a affirmé que l'évolution des droits humains dans notre pays peut être une réalité sans qu'il y ait une confrontation entre tous les acteurs dans ce cadre, que ce soit les pouvoirs publics, les organisations de la société civile et organisations des droits humains à l'image de la CNDH. Il a en outre précisé que l'approche de la Commission s'inscrit dans le cadre du respect et de la réalisation des droits humains en Mauritanie. Au cours de ces rencontres, plusieurs participants se sont exprimés. Ils ont tour à tour fait part de la nécessité de respecter les droits humains, ce qui, indique-t-il, permettra d'établir un état de droit où tous les citoyens peuvent participer au développement du pays et à la cohésion nationale. L'équipe de la Commission nationale des droits de l'homme a par ailleurs tenu une autre réunion à Kifa, en présence des représentants de la délégation générale à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion Taazour. Ces réunions s'est aussi tenues en présence des autorités administratives de ces wilayas. Le wali de la Saba, Mohamed Ahmed Ould Mauloud, a précisé que ce déplacement rentre dans le cadre des activités des pouvoirs publics pour la promotion des droits humains. Il a par ailleurs exprimé sa satisfaction au vu des réalisations de cette commission au niveau de ces wilayas. Par la suite, Khadi Mint Hamadi, conseillère au niveau de l'agence Taazour, a déclaré que la convention qui a été paraphée entre la délégation Taazour et la CNDH se rapporte à la préservation des droits de l'homme, ce qui, dit-elle, passe par l'accès à certains services de base. La délégation, dit-elle, est ainsi chargée de doter aux citoyens vulnérables les services de base une fois que les problèmes posés. Le président de la CNDH a visité certains quartiers dans la ville de Kifa et des localités environnantes, ce en compagnie de certains responsables de cette commission. Il a sur place écouté les problèmes qui ont été posés par les citoyens de cette contrée. Ces différents déplacements se sont tenus en présence des représentants de l'agence Taazour afin de mettre en place un plan d'action pour réaliser des infrastructures nécessaires au profit des habitants de cette contrée. C'est à l'aube de ce mercredi 7 octobre qu'on a annoncé en Algérie le décès de l'illustre homme politique Mohamed Mustafa al-Badreddine, où il faisait l'objet d'un suivi médical pris en charge dans sa globalité par l'État. Mohamed Mustafa al-Badreddine est l'une des figures politiques les plus célèbres qui ont marqué l'histoire du pays depuis l'indépendance. Au Carbet là-bas. Un grand homme politique mauritanien s'en est allé. Mohamed Mustafa al-Badreddine s'est éteint hier soir à l'âge de 82 ans. Né en 1938 dans les environs de Sangrava au Brakna, Mohamed Mustafa al-Badreddine était l'une des personnalités politiques mauritaniennes qui ont accompagné le processus politique du pays depuis son début à l'indépendance. Il s'était illustré par son combat acharné pour l'instauration d'un état de droit, l'ancrage de la démocratie et l'enracinement des droits de l'homme en Mauritanie. Pendant toute sa vie, il s'est battu tant au niveau syndical que dans l'arène politique pour une Mauritanie égalitaire, juste et unie. Il a participé à la création du syndicat des enseignants arabes en 1960 et a été élu à son bureau exécutif avant de devenir son président entre 1966 et 1969. D'abord membre fondateur du mouvement des Kadéhines, ensuite membre du mouvement national démocratique MND, puis de l'Union des forces du progrès IFP, Feu Mohamed Mustafa al-Badreddine a toujours montré l'image d'un homme intègre dont la simplicité et la franchise forcent l'estime. Tout cela a participé à forger sa personnalité politique pour la défense de la patrie. D'ailleurs, il a été élu député à l'Assemblée nationale en 2006 sous la bannière du parti Union des forces de progrès au sein duquel il militait. Son cheval de bataille au Parlement soulevait les problèmes des citoyens et incitait l'État à agir. Avec la mort de Mohamed Mustafa al-Badreddine, la Mauritanie perd l'un de ses hommes politiques les plus emblématiques. À Allah nous appartenons et à lui nous reviendrons. Je vous invite à présent à découvrir les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures au niveau de certaines villes et localités du pays.
Nous refermons ce journal par cette conférence organisée hier à Nouakchott par la Commission nationale des femmes du parti Union pour la République, UPR, sous le thème « La place de la femme dans le programme économique du président de la République ». Les interventions portaient sur le rôle de la femme dans l'exécution du programme électoral du président de la République et sa participation dans les différents domaines de développement du pays. La présidente de la commission, Moutem Telhaj, a indiqué que la conférence traduit la disponibilité des femmes du parti et leur capacité à agir rapidement et à participer à l'ancrage de la citoyenneté, à la réforme conformément aux principes du parti et à l'exécution des engagements du président de la République. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience l'envoyé spécial français pour le Sahel. Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret et examine le rapport national du 3e cycle de l'examen périodique universel. Le Premier ministre reçoit en audience le directeur de l'Agence algérienne pour la coopération internationale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.